RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Mardi politique sur France 24 et RFI. Et ce soir, notre invitée est la sénatrice écologiste des Français de l'étranger, Mélanie Vogel. Bonsoir. Bonsoir. Le Premier ministre devrait signer le décret de programmation pluriannuelle, la fameuse PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, à la fin de la semaine. Elle est attendue depuis environ 2 ans et demi. Est-ce qu'un engagement de cette ampleur, qui porte, rappelons-le, sur la politique énergétique de la France pour les 10 prochaines années, ne devrait pas, selon vous, être débattu au Parlement ? Alors ça aurait dû, évidemment. Moi, je regrette qu'on en soit arrivé là, au fond, contraint de, effectivement, passer par décret, parce que les décrets sont devenus absolument indispensables. Aujourd'hui, on a des filières qui n'ont pas d'objectif et pas de perspective et qui, sans objectif, seraient obligées de licencier, de faire... Mais on a 2 ans et demi de retard, on ne pouvait pas prendre, je ne sais pas, 1 mois ou 2 mois de plus pour en débattre au Parlement ? Mais malheureusement, non, puisque nous sommes dans une situation où, sans décret, qui sont essentiels pour que les filières puissent répondre aux appels d'offres, nous avons des filières qui ne tiendront plus d'ici quelques mois. Donc, ils sont absolument nécessaires, ces décrets. Évidemment, j'aurais préféré un projet de loi avec un débat normal au Parlement, pas celui qu'on a eu, avec des études d'impact. C'est aussi l'intérêt d'un projet de loi. Nous avons pris près de 3 ans de retard sur quelque chose, et c'est ça qu'il faut avoir en tête, qui est d'un intérêt stratégique majeur. Ce qui est en jeu avec la PPE, c'est pas simplement des détails de chiffres techniques, c'est l'avenir énergétique de notre pays, notre souveraineté, la paix en dépend, c'est le climat, puisque selon le mix énergétique que nous choisissons, nous accélérons ou non notre sortie des énergies fossiles. C'est le prix de l'énergie. À travers le prix de l'énergie, c'est le pouvoir d'achat. Et enfin, ce sont des emplois, puisque aujourd'hui, nous avons près de 150 000 emplois en France qui dépendent directement ou indirectement des renouvelables. Et donc, aujourd'hui, je suis contrainte de vous dire que nous attendons les décrets. J'aurais bien aimé, effectivement, qu'il y ait un vote au Parlement. Ça n'a pas été possible, mais les décrets sont urgents. Alors, d'après ce que l'on en sait, cette PPE devrait réduire la progression du solaire et de l'éolien terrestre. À l'inverse, la part du nucléaire devrait monter en puissance. J'imagine que ce sont des arbitrages qui ne vous conviennent pas tout à fait. Voilà, disons, si vous voulez, j'ai 2 messages. Nous sommes un peu soulagés sur la question des renouvelables, parce qu'à un moment donné, il était question... Je dis ça avec beaucoup de précaution, parce que les décrets n'ont pas été signés, je ne les ai pas vus. Mais les informations que nous avons eues indiquent qu'on évite la catastrophe sur les renouvelables. La catastrophe, ça aurait été le moratoire de fait, qui était demandé par une partie de la classe politique d'ailleurs. Nous éviterions cette catastrophe. C'est pas assez, mais ça permet de donner une perspective pour la filière malgré tout. Et sur le nucléaire, je suis consternée qu'on choisisse encore une fois, non pas de continuer d'investir dans notre parc vieillissant qui a malgré tout besoin d'investissement pour pouvoir, produire de l'électricité de manière sûre, mais qu'on réentre dans le nucléaire une nouvelle fois, alors que nous savons aujourd'hui que nous avons une alternative sûre, pas chère, qui garantit notre souveraineté énergétique, qui crée des emplois non délocalisables, qui sont les énergies renouvelables. Il n'y a pas de rationalité économique, climatique, à choisir le nucléaire. Maintenant, mais ce que représente le nucléaire aujourd'hui dans la production d'électricité en France est tout à fait considérable. Bien sûr. Et si on abandonnait complètement à terme le nucléaire, j'ai vu qu'il faudrait 55 000 mètres carrés de panneaux solaires pour remplacer une centrale nucléaire. Alors, c'est vertigineux tout de même, non ? Non, alors d'abord, il ne s'agit pas d'avoir un mix énergétique. C'est-à-dire 55 km². Oui, mais il ne s'agit pas d'avoir un mix énergétique avec que du solaire. Ouais. Les énergies renouvelables, c'est le solaire, c'est l'éolien terrestre, Ouais. c'est l'éolien offshore, Ouais. c'est l'hydraulique, etc. La géothermie. Il nous faut un mix équilibré.
équilibré au niveau européen par ailleurs, puisque nous avons des zones de production à certains moments en Europe, d'autres qui consomment à d'autres moments, et donc il faut que ce soit un projet européen. Bon, donc nous, ce que nous voulons, c'est pas sortir du nucléaire demain matin. Tout le monde est bien conscient que c'est pas le sujet. C'est impossible pour un pays qui a une telle part de production d'électricité par le nucléaire. La question, c'est pas est-ce qu'on en sort demain matin ou pas. La question, c'est la perspective, le chemin qu'on prend. Est-ce que c'est vers un mix énergétique avec de plus en plus de renouvelables jusqu'à atteindre 100%, ou est-ce qu'on continue d'augmenter? Et là, c'est ce qu'on va faire. On va réinvestir dans des EPR qui... Personne ne peut contester le fait que l'EPR de Flamanville, ça n'a pas été une très bonne expérience pour la France. C'est-à-dire qu'il a pris un retard complètement fou. 12 ans de retard, 20 milliards en plus. 20 milliards en plus. Il n'y a pas de rationalité, en fait, à faire ça. Et donc, nous, on a toujours dit, on ne va pas sortir du nucléaire demain matin. Par contre, notre argent, on l'investit dans ce qui est le plus intelligent, les renouvelables. On monte en capacité sur les renouvelables. Et petit à petit, quand on peut, on ferme petit à petit nos centrales vieillissantes, en commençant par les plus vieilles et par les plus dangereuses. Ça prendra du temps, mais c'est le chemin. Je le disais, donc la part de l'éolien terrestre devrait diminuer dans cette PPE. Il faut quand même reconnaître que personne, ou presque, ne veut d'éoliennes dans son environnement immédiat. Comment on répond à ce problème? Est-ce que vous seriez favorable, vous, par exemple, à un peu plus de fermeté dans le déploiement des parcs éoliens? Oui, en fait, on a eu, pour le nucléaire, quand la France a décidé de lancer le programme nucléaire, on ne s'est pas embêté de consultations locales. Est-ce que vous êtes d'accord pour mettre une centrale à côté de chez vous? Ça a été un pilotage très centralisé, parce qu'on considérait à l'époque que c'était un intérêt stratégique essentiel. Pour les renouvelables, c'est pareil. On a un intérêt national et européen en réalité à déployer les renouvelables de manière équilibrée sur le territoire et de manière intelligente. On sait très bien qu'il y a des endroits où c'est plus intelligent de mettre des éoliennes sur terre. Il y a d'autres endroits où c'est plus utile qu'elles soient en mer. Et donc, il faut piloter ça au niveau national de manière équilibrée. Comme on ne l'a pas fait, il y a effectivement des départements où il y en a beaucoup et d'autres départements, il n'y en a pas du tout. Et donc, ce n'est pas en ayant simplement des décisions locales qu'on va s'en sortir. Il faut qu'il y ait un pilotage national pour équilibrer sur le territoire et aussi pour équilibrer entre les énergies. Avant d'en venir à la loi du plomb, je voudrais qu'on évoque cette découverte dont on parle assez peu, c'est pas tout récent, mais qui pourrait, dit-on, profondément, enfin dit-on, ce sont des spécialistes qui le disent, pas moi, profondément bouleverser la politique énergétique de la France. Il s'agit de ce gigantesque gisement d'hydrogène blanc en Lorraine, 46 millions de tonnes, peut-être l'un des plus importants au monde. L'hydrogène blanc, je ne vais pas m'aventurer dans des explications techniques très avancées. C'est qu'il est naturel, mais on n'a c'est pas que voilà, besoin il a l'avantage d'être disponible à l'état naturel et exploitable quasiment à l'état naturel, sans avoir besoin d'opérations de transformation qui seraient polluantes. Est-ce que vous fondez des espoirs sur cette filière? Écoutez, moi je pense que c'est une découverte intéressante, que c'est utile de faire des recherches, mais je crois qu'il faut se garder d'avoir des espoirs un peu démesurés et de penser que ça va être une solution miracle. On n'a pas aujourd'hui de certitude sur les quantités, sur le coût de l'exploitation, et puis on a des débouchés assez limités pour l'utilisation de l'hydrogène aujourd'hui. Ça peut avoir une utilité pour certains usages, notamment le transport lourd, mais on ne va pas avoir la consommation d'énergie en France qui est massivement issue de l'hydrogène. Donc, je ne suis pas contre, mais je pense qu'il faut pas mettre tous nos œufs dans ce panier-là parce qu'on a fait cette découverte et cesser d'investir là où on est sûr à 100% que c'est utile, c'est-à-dire les énergies renouvelables dont on sait qu'elles fonctionnent. On ne peut pas dépenser son argent public deux fois, donc on a des choses qui sont sûres. C'est sûr que le solaire, ça marche. C'est sûr que l'éolien, ça marche. C'est sûr que la géothermie, ça marche. Donc investissons là-dessus. Ne nous privons pas de faire des recherches si c'est utile, tant mieux, mais ne misons pas
tout notre argent, notre intérêt, notre avenir sur quelque chose qui, pour l'instant, n'est pas certain ni dans sa réalité, ni dans les usages à venir. Un débat va avoir lieu demain donc, à l'Assemblée nationale sur la loi Duplon. Oui. C'est la conséquence du succès de la pétition contre cette proposition de loi du sénateur LR Laurent Duplon, qui avait recueilli un peu plus de 2 millions de signatures. Un débat qui interviendra au moment où Laurent Duplon dépose une nouvelle proposition de loi pour réintroduire temporairement certains produits de la famille des fameux néonicotinoïdes. Lorsqu'il affirme, Laurent Duplon, que les agriculteurs français sont victimes de concurrence déloyale parce que nous importons des produits venus de pays où ces pesticides sont utilisés, est-ce qu'il dit vrai ? Alors, oui, c'est vrai. Il y a des importations de produits où il y a l'utilisation de pesticides qui sont interdits en France. Et donc, c'est quoi la solution ? C'est de dégrader la santé publique en France. D'interdire l'importation de ces produits ? C'est évidemment, de garantir qu'on ait l'impossibilité de consommer en France des produits qui ont utilisé des substances que nous considérons trop dangereuses pour être autorisées. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la France devrait s'enorgueillir d'avoir interdit une substance dont aujourd'hui toutes les études confirment qu'elle est profondément dangereuse pour la santé humaine et pour l'environnement. Et donc, notamment les abeilles. Ouais. Mais derrière les abeilles, il y a toute la biodiversité. Parce qu'elles sont essentielles dans la chaîne. Voilà. Oui. Et donc, au lieu de solutionner par le bas en disant non, mais alors, comme dans d'autres pays du monde et en Europe, on utilise quelque chose de très dangereux, utilisons-le aussi en France. Non, nous, ce que nous proposons, c'est l'inverse, c'est d'avancer par le haut. La France devrait, au contraire, au niveau européen, porter l'interdiction au niveau européen, porter les clauses miroirs au niveau européen, plutôt que de prendre des dispositions qui sont... Et Laurent Duplon, qui est issu de la FNSEA, c'est-à-dire d'une partie... Le principal syndicat agricole en France. Oui, mais qui représente les intérêts d'une petite partie des agriculteurs. Eh bien, d'une petite partie. D'une partie des agriculteurs. Oui. Non, parce que dans les exploitations, les grands exploitants, certes, se font beaucoup d'argent, mais les employés, beaucoup moins. Et donc, ils mènent aujourd'hui un combat d'arrière-garde qui veut nous faire reculer dans l'interdiction des pesticides. C'est quand même hallucinant, alors que toutes les études scientifiques démontrent qu'il faut en sortir, qui voudraient nous faire reculer contre la santé publique, les citoyens, plus de 2 millions qui ont signé cette pétition, et puis contre, au fond, l'avenir de tout le reste de notre filière agricole qui dépend de la transition agricole vers un modèle durable. Donc, moi, je trouve que c'est insultant pour les Français, pour le débat démocratique, et qu'au fond... Et je souhaite que le débat qui va avoir lieu demain à l'Assemblée démontre cela, qu'en fait, à un moment donné, le Parlement se mette du côté de l'intérêt général, de l'environnement et de la santé publique. L'accord de libre-échange avec le Mercosur qui vient d'être conclu, est-ce qu'il va aggraver ce genre de déséquilibre entre pays qui s'astreignent au non-usage de produits et à ceux qui continuent de les utiliser ? C'était effectivement un des débats. Le grand débat des accords commerciaux au niveau européen, c'est la question de ce qu'on appelle les clauses miroirs. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes en capacité de garantir que lorsque nous établissons au niveau européen des normes, et nous avons la chance d'avoir en Europe, malgré tout, les normes sanitaires, la protection des produits alimentaires, la meilleure du monde, quand nous établissons des règles, les clauses miroirs, ça veut dire qu'on ne peut pas importer des pays qui violent ces règles. Eh bien, aujourd'hui, nous ne sommes pas encore en capacité au niveau européen de faire cela, et c'est évidemment un problème très important. C'est la raison pour laquelle les écologistes ont toujours mené le combat contre les accords commerciaux qui ne prévoyaient pas de clause miroir. Il nous reste quelques minutes, Mélanie Vogel. Je voudrais vous entendre sur la nomination annoncée pour demain en Conseil des ministres par le président de la République de la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, au poste de première présidente de la Cour des comptes. On dit la plupart du temps, on dit président de la Cour des comptes. Rappelons que la Cour des comptes surveille les comptes publics. Est-ce que vous y voyez quelque chose qui ressemblerait à une forme de conflit d'intérêts ? Mais en fait, j'aimerais tellement qu'une fois Emmanuel Macron prenne une décision qui n'abîme pas les institutions. Si vous voulez, moi, j'ai rien d'un point de vue des compétences contre Amélie de Montchalin. Je pense que c'est quelqu'un qui est compétent, qui connaît le sujet. On n'est pas d'accord politiquement.
mais je ne conteste pas qu'elle connaît le sujet. Mais elle va se retrouver, si elle est nommée, dans une situation de conflit d'intérêts permanent. Son travail, ce sera de contrôler les budgets, les choix budgétaires qu'elle a elle-même fait en étant ministre des Comptes publics. C'est une situation de conflit d'intérêts qui est ingérable pour un individu. Et donc, je trouve que après la nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, cette nomination-là, c'est un espèce de mépris du sérieux des institutions qui aggrave progressivement la crise démocratique. En fait, il n'est pas le premier, Emmanuel Macron, à nommer des proches mais c'est pas bien. À l'approche de la fin de son mandat. C'est pas bien, c'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. En fait, c'est des institutions qui sont importantes dans notre équilibre institutionnel. La Cour des comptes, elle est là pour contrôler le budget de l'État et donc les choix budgétaires et pour éclairer le débat public sur les choix budgétaires à venir. Et en fait, d'avoir quelqu'un qui a été très proche du président de la République pendant 10 ans et qui est comptable des choix budgétaires qui ont été faits par la France pendant toutes ces années, ça ne donne pas confiance dans l'institution, ça dégrade la légitimité de la démocratie en France. Et je crois que c'est une très mauvaise chose pour notre pays, y compris pour elle. Donc moi, je le regrette profondément. Autre décision controversée, qui n'a rien à voir d'ailleurs, mais ces derniers jours, le ministre de l'Intérieur a classé la France insoumise à l'extrême gauche. Jean-Luc Mélenchon et plusieurs cadres du mouvement s'en sont vivement émus et ont dénoncé cette décision. Est-ce que pour vous, extrême gauche, c'est une étiquette qui correspond ou pas à ce qu'est aujourd'hui la France insoumise ? Mais non, là, en fait, on peut avoir des désaccords avec la France insoumise, mais la France insoumise n'est pas un mouvement d'extrême gauche. L'extrême gauche, alors il n'y a évidemment pas de définition parfaitement consensuelle dans le monde académique sur ce qu'est l'extrême gauche, mais habituellement on considère que l'extrême gauche, ça regroupe des mouvements de type révolutionnaire qui généralement ne souhaitent pas accéder au pouvoir par les urnes, ce qui n'est pas le cas de la France insoumise, qui est un parti qui a été créé pour accéder au pouvoir par les urnes. Et puis, sur le fond des propositions, j'invite Laurent Nunez à se renseigner sur ce que sont les propositions de l'extrême gauche. Des propositions classiques de l'extrême gauche, c'est l'abolition de la propriété privée, c'est la collectivisation totale des moyens de production, c'est la fin de la police. C'est ça, des propositions d'extrême gauche. La France insoumise n'est pas un parti d'extrême gauche. Et ça, le fait, en fait, ce qu'ils cherchent à faire, et moi c'est ça qui m'inquiète, en plus du manque de culture politique sur ce qu'est l'extrême gauche, ce qu'ils cherchent à faire, c'est à réduire l'espace républicain au plus petit dénominateur. Et de dire, en fait, tout ce qui est trop à gauche, c'est extrême. Et puis à l'extrême droite d'un côté, tous les autres... Et en fait, l'espace républicain, dans leur récit, se réduit petit à petit. Et je pense que c'est grave et on peut combattre... C'est normal dans un espace démocratique, les partis sur leurs idées, mais pas en les classant n'importe comment. Merci Mélanie Vogel d'être venue à Mardi Politique. Merci. C'est la fin de cette émission. Très bonne soirée. Merci à Camille Néran et Flore Simon pour leur contribution. Bonne soirée.